Les médias, de toute façon, ont une fonction, je dirais, intrinsèquement catastrophiste, parce qu'ils vivent de la catastrophe. Donc, à un moment donné, on a un problème, c'est qu'il n'y a plus de différence entre les politiques et les médias. On voit même que les politiques sont totalement soumis aux médias, pour des tas de raisons qu'on peut expliquer. Et en fait, les médias nous vendent systématiquement une lecture catastrophiste de la situation, puisque ça fait du spectacle. Interviewer une infirmière, comment dirais-je, complètement débordée dans un service où il n'y a que des super contaminés, c'est comme quand vous voulez montrer la guerre, donner le micro à un soldat qui est au front depuis 12 heures, et qui est blessé et qui risque sa peau. Vous n'aurez pas la même vision que si c'est fait par les généraux et les stratèges qui vous disent en gros comment se passe la guerre avec du recul, de la stratégie, etc. Donc je n'ai rien à reprocher aux infirmières, mais si vous ne montrez que des infirmières et des hôpitaux saturés, vous avez l'impression qu'on est dans World War Z, un film catastrophe. Hein. Or, le sérieux de l'analyse de la situation, c'est les chiffres, même si les chiffres sont à interpréter. Et pour ça, je vais m'appuyer quand même sur un précédent. On nous a habitués à une lecture complètement hystérique et émotionnelle de la statistique en France, sur deux sujets. Le sujet de la mortalité automobile, qui permet un incroyable racket des automobilistes, en nous disant que c'est une catastrophe parce qu'il meurt encore 5000 automobilistes par an. Je rappelle qu'en 75, il en mourait 15 000, et qu'en 75, on était 50 millions ou 55 millions et pas 65 millions. Donc on est de plus en plus nombreux à rouler sur les routes et il meurt 3 fois moins de monde qu'il y a 30 ans où on était peut-être 30% de moins d'automobilistes. Et ça induit quelque chose, c'est que on nous habitue à l'idée qu'un mort est quelque chose de correspond à, je veux dire, à une défaillance du système. Hein, c'est-à-dire que le but, notamment de la prévention routière, en gros, c'est on arrêtera de vous racketter quand on en sera à 0 mort. 0 mort, c'est impossible. L'homme est fait pour mourir, l'homme est mortel, et la mort est le chemin naturel de la vie. Hein, voilà. Et ça, là, on a un problème, je dirais presque idéologique et religieux. Et autre aussi manipulation statistique émotionnelle et débile, où d'ailleurs Ségolène Royal avait joué son rôle, c'est la statistique féministe. On voit bien que l'hystérie et les femmes, ça a beaucoup à voir. Hein. Infirmière, femme, hystérie, Ségolène Royal. Quand Ségolène Royal nous disait une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, elle faisait croire, et elle avait même cru elle-même, que chaque femme de France risquait d'être assassinée par son conjoint tous les 3 jours. Alors qu'en fait, ça veut dire que sur une population de 65 millions d'habitants, il est assassiné en France, dans le cadre d'un crime passionnel, homme tuant une femme, une centaine de femmes. Ce qui est infime, si vous mettez un 0,000. Hein, ramener 100 morts sur une population, alors après, il faut faire de la statistique, combien de femmes en âge d'être en couple, etc., etc. Mais vous verrez que c'est insignifiant. C'est-à-dire que d'être tué par son conjoint est sans doute la cause de mortalité la plus faible de toutes les causes possibles de mortalité pour une femme. Voilà. Alors maintenant que j'ai introduit ce sujet de la manière dont on a hystérisé par les médias, par la féminisation, et la gestion émotionnelle de tout, qui est le contraire de la pensée, le domaine de la statistique, on arrive à terrifier les gens sur des chiffres qu'on nous balance sur le coronavirus, bon ben je ne vais pas vous les ressortir, mais qui font toujours abstraction de comment ils doivent être mis en relation avec des chiffres, eux, qui sont je dirais les chiffres masses. D'ailleurs, on a la même chose en économie. Quand j'étais encore jeune, quand on parlait des revenus dans un pays, on disait je sais pas quoi, un Indien gagne tant de dollars par mois, on le mettait immédiatement en corrélation avec le coût de la vie et son pouvoir d'achat. Parce que sinon on se dit, comment fait un pauvre con de Vénézuélien pour vivre, et pourquoi ne fait-il pas la révolution alors qu'il vit avec 50 dollars par mois? Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que si un Vénézuélien découvre qu'un étudiant pour louer une chambre de bonne paye 700 dollars lui par mois, il se dit exactement de la manière, comment se fait-il que les Français ne font pas tout de suite la révolution, hein, voilà. Donc on a cessé de mettre en corrélation depuis des années dans le journalisme le revenu avec le coût de la vie et le pouvoir d'achat, ce qui prouve bien qu'on est dans une gestion stupide, émotionnelle et hystérique des chiffres. Or, on est dans un monde, c'est un des sujets de mon prochain livre, un monde qui n'existe que par les chiffres. Hein. Le monde est un monde entièrement mathématique, mais déversé à des gens qui ne comprennent rien en mathématiques, et on fait en sorte c'est la phrase, on peut tout faire dire aux chiffres, on les manipule par de la statistique stupidement interprétée. Et là, on mettra un tableau assez complet après mon intervention. Je vais rappeler quand même, pour calmer les hystériques et ramener les statistiques qu'on nous balance tous les jours et qui sont
relativement vraies d'ailleurs, hein, mais pour qu'on les interprète intelligemment, que en France, nous comptons par an 600 000 décès. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tous les ans en France, il y a 600 000 personnes qui meurent. Ça peut être plus ou moins, hein, mais voilà, on est l'ordre de 600 000. Et le problème d'ailleurs, c'est d'équilibrer ces décès par les naissances. Hein. On a un problème de déficit de naissance. Voilà. Je rappelle après qu'il meurt dans le cadre d'accidents domestiques en France, c'est-à-dire toutes sortes d'accidents, glisser dans sa salle de bain, tomber dans l'escalier. Il meurt 20 000 personnes en France par an d'accidents domestiques. Et il meurt par ailleurs de problèmes respiratoires, quoi qu'il arrive, grippe, pas grippe, pneumonie, pas pneumonie, 40 000 personnes par an. Hein. Donc après, vous ramenez à combien ça fait par jour, et puis vous verrez que les statistiques qu'on nous balance sur le coronavirus, d'un seul coup, sont assez faibles. Alors que, évidemment, si on vous dit hier 300 personnes sont mortes, on dit ça y est, c'est en gros la peste noire qui revient. Alors qu'en fait, ceux qui nous manipulent ont plutôt peur du retour de la peste brune. Hein, si je veux faire du jeu de mots. Voilà. Et je rappelle aussi que la grippe, en moyenne en France, fait 10 000 morts par an. Hein, alors évidemment, il y a des années à 5 000, d'autres à 15 000, mais quand il meurt 10 000 personnes par an de la grippe, c'est normal. Voilà. Et d'habitude, on n'en parle pas. Hein. Et effectivement, la grippe aussi dans le monde, la grippe saisonnière, hein, c'est 500 000 personnes par an. Oui, j'avais oublié le dernier chiffre. La grippe, donc je vais le redire, la grippe, quoi qu'il arrive, chaque année dans le monde, qu'elle soit là ou pas là, parce que finalement, mais si elle n'est pas là, elle sera plutôt là, etc., c'est 500 000 morts par an. Donc je ne crois pas pour l'instant que la pandémie du coronavirus est fait, bon, même si on est peut-être qu'au début, bien qu'on est au début chez nous, mais à la fin, en Asie, il semblerait, même si il est possible qu'il y ait des rebonds, on ne sait pas. Alors après, en plus, si c'est des virus de synthèse et que c'est une guerre bactériologique, le danger, c'est que si l'État profond américain joue à ce petit jeu pour essayer de maintenir la domination impériale des États-Unis dans une période où ils n'ont plus aucun moyen autre que délinquant de maintenir ce qui était, après la Deuxième Guerre mondiale, la Pax Americana, qui avait un sens, on va dire, Pax Americana, hein, celle-là on est dans la War Americana, effectivement il peut y avoir tous les rebonds possibles. Hein. Si dans le Maryland on a fabriqué des tas de virus composites de synthèse qu'on peut balancer comme on veut, il suffit de regarder je sais pas, les films de très bonne facture là, hollywoodiens nous parlent de ça. J'ai regardé hier encore un film, là, comment il s'appelle Alerte, Contagion. Non, avec qui est du MK Ultra, mais dans le genre espion tueur. Non, c'est le... Manchurian Candidate. Non, ils en ont fait 3 de suite, là. Ah, Bourne. Ouais, voilà. La mémoire dans la peau. J'ai encore regardé hier une rediffusion de Jason Bourne. Jason Bourne, si vous regardez bien, ça parle que de ça, hein, de laboratoire, d'apprentis sorciers, avec des travaux de la CIA hors de contrôle de l'État légitime. On remarque que quand même Hollywood nous habitue toujours à accepter ou à supporter, en fait, les théories les plus complotistes, et en fait à les valider d'une certaine manière, puisque les meilleurs films américains sont souvent la mise en scène de théories complotistes, que ce soit en espionnage. D'ailleurs c'est souvent fait par des anciens espions qui sont passés au roman, comme John le Carré, etc. Et si vous regardez les meilleurs films on va dire de science-fiction américains récemment, ils intègrent tous, que ce soit d'ailleurs l'homme sur la Lune et certains sujets gênants, que la possibilité de mensonges d'État, et de mensonges d'État profond. Ils l'intègrent tous, même comme fond de sérieux de leur film. Sur Jason Bourne, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est qu'il y a un État profond qui fait n'importe quoi, et puis des types issus de cet État profond qui s'émancipent par sens civique, hein, c'est toujours pareil, et qui deviennent des héros, parce qu'ils se mettent à lutter contre. Et là, on est bien dans les lanceurs d'alerte. Donc, ce complotisme en fait, est partagé relativement universellement, et même le meilleur moyen, quelque part, de le désamorcer, c'est quelque part de le partager de façon soft. Hein. Je pense que c'est à ça que sert Hollywood. Hein. Alors là, oui. Alors là, ça devient de plus en plus clair que pour les gens qui me traitent de complotiste ou de monomaniaque. On a quand même, je dirais, le gang Buzyn, Lévy et Bauer, il ne faut pas oublier, parce que je rappelle que la communauté de lumière, dont on n'a pas le droit de parler, détient, ça s'est fait progressivement à partir des années Mitterrand, et j'ai vu s'accomplir cette prise de pouvoir systématique, que ce soit d'ailleurs dans le milieu du spectacle, de la médecine, de la politique, de l'économie, c'est général. Hein. On voit bien aujourd'hui que nous avons d'un côté le gang Buzyn, Lévy, Bauer, hein, parce que je rappelle que c'est Bauer qui décide en gros de la stratégie
on va dire, politico-policière de la France. Je rappelle qu'il est de la communauté, évidemment, ancien grand maître du Grand Orient. Donc c'est vraiment un agent impérial intégral. C'est pas du tout, pour citer encore Cohn-Bendit, quelqu'un qui représente la majorité française, et ce que j'appellerais la majorité du producteur séducteur, du producteur sédentaire, du cochon de payant et du gaulois. Hein, voilà. Je vais quand même citer les gens aujourd'hui qui ont en charge la médecine d'État. Hein. Nous avons donc Lévy, Buzyn, Hirsch, Gage, Doré, Jacob, Salomon, enfin je veux dire c'est la liste de Schindler. Hein. Et eux visiblement sont tous des agents de ce qu'on appelle Big Pharma, c'est-à-dire le lobby pharmaco-chimique, en plus d'être des agents du Nouvel Ordre Mondial, et on voit effectivement que leur but est quand même double, faire du pognon sur le dos du peuple français, soumettre le peuple français, voire même l'affaiblir par le nombre de morts. Hein. Voilà, parce que ce peuple français, on le voit, par le soutien massif que rencontre le professeur Raoult, le peuple français commence à gronder, est en colère, et s'il commence à gronder après une semaine de confinement, je ne vois pas ce qui va en être quand on va nous annoncer, quand le pauvre Macron, qui est lui un otage entre la colère populaire, ce qu'on appelle ses élus, et les maîtres oligarchiques incarnés très très bien par Attali. Je rappelle qu'Attali nous a bien dit qu'à un moment donné, si le nouvel ordre mondial ne pouvait pas passer par la mondialisation heureuse, il pourrait passer par la pandémie. Il l'a écrit, hein, faut pas oublier, hein, on y est. Hein, voilà. Donc quand Macron, pris en otage, je dirais, entre Attali et Soral, hein, pour montrer les deux extrêmes, sera obligé d'annoncer qu'on prolonge le confinement total, donc la destruction de l'économie française, et notamment des PME, à 45 jours, ça va péter. Je veux dire, surtout si on demande aux forces de police de se comporter avec la totalité de la population française comme on les a forcés à se comporter avec les Gilets jaunes. Emprisonnement, violence, etc. Sans compter qu'eux-mêmes sont exposés aussi à l'expansion de la pandémie, puisqu'ils sont en permanence au contact. Et je rappelle que quand un représentant de l'ordre, comment dirais-je, vous sanctionne, il n'est pas dans une distance réglementaire de plusieurs mètres. Hein. Il est potentiellement en train de vous coller le virus ou de le choper. Moi, c'est ce que je ferai remarquer comme argument à toute personne qui se fait emmerder demain par un flic, c'est s'il vous plaît, n'approchez pas plus près. Ou alors vous dites je suis positif et vous lui éternuez à la gueule. Hein. On rigolera. Donc jusqu'où les policiers vont accepter de jouer ce rôle dégueulasse contre la population française et même contre eux-mêmes. On a relayé, et on a vu sur Internet et on a relayé des choses qui étaient vraies, c'est qu'à un moment, on donnait des ordres radio à des policiers de ne pas porter de masque, ce qui quand même paraît assez délirant vu qu'ils sont en contact de la population. J'ai remarqué aussi, moi, quand j'allais faire mes courses au Monoprix, que les caissières n'avaient pas de masque. C'est quand même incroyable. Alors par contre, la caissière africaine qui n'avait pas de masque me disait reculer quand je mettais mes trucs sur le tapis. Le tapis, il fait pas 15 mètres de long. Hein. Quand on est 3-4 à la caisse, on est les uns derrière les autres. Et elle, je vais pas dire cette conne, hein, mais on l'avait bien appris, alors qu'elle touche quand même un demi-smic, je sais pas combien elle est payée, la zaïroise ou la je sais pas quoi. Et tout ce qu'elle faisait, c'est aboyer, reculer, alors qu'elle était effectivement dans la certitude d'être positive dans un délai assez bref, vu qu'elle côtoie quelqu'un qui lui parle, qui lui crache à la gueule, et puis avec tous les problèmes de toucher ce que les gens ont touché, le truc de la carte bleue, qui d'ailleurs ils avaient dit qu'ils allaient la monter à je sais pas combien d'euros pour qu'on soit pas obligé de pianoter sur les touches, ça n'a pas été fait je crois, hein. Je l'ai fait remarquer, on est toujours à 20 euros, alors que ça serait une option à prendre directement, c'est qu'on soit pas obligé de pianoter sur les touches jusqu'à 100 euros par exemple, vous voyez. Donc on n'est que dans des gestions totalement absurdes, et je dirais très très rapidement insupportable compte tenu de ce qu'est le peuple français, de ce à quoi on est habitué en termes de liberté, hein. Passer du libéralisme libertaire au libéralisme, je dirais, concentrationnaire, hein. Parce que je le rappelle une fois de plus, on circulait mieux dans Paris sous l'occupation allemande. Je ne vois pas comment les Français, malgré la gestion volontairement catastrophiste et hystérique des médias, hein, on a BFM, etc., qui joue le jeu effectivement de l'oligarchie parasitaire et prédatrice, je ne vois pas comment on peut tenir 45 jours, on va vers des émeutes. On va forcément vers des émeutes. Je vois déjà que même un type comme Gassio, qui n'est pas un super rebelle comparé à moi, vient de lancer, je crois, une sorte de pétition en ligne pour appeler le peuple à s'en prendre au pouvoir. Alors au pouvoir réel et au pouvoir profond, ça vient assez vite, hein, le pouvoir profond. Hein. Buzyn, Lévy et toute la smala,
hein, de plus en plus, comment dirais-je, ça se rapproche. On sait ce qu'incarne Buzyn. Je crois que Buzyn, c'est le gang Simone Veil, hein, je le rappelle. Elle a fait toute son CV là-dessus. Sa seule légitimité, c'est de faire partie de la panthéonisée Simone Veil. Je rappelle pour qui je me retrouve en procès, parce que j'ai rappelé qu'on mettait au Panthéon une avorteuse qui était aussi impliquée dans le trafic d'organes, des organes français vers Israël. Hein, c'est quand même pas rien, là.